Donc ce sujet, en effet, en introduction, comme vous l'avez dit, qui est un sujet un petit peu généraliste, sur les arthroplasties d'épaule infectées. En réalité, vous allez retrouver des similitudes, bien sûr, avec le membre inférieur, qui répond pour une part aux mêmes règles de prise en charge. La différence peut être de sa fréquence. Si l'on regarde ce registre américain qui a été publié en 2015, mais qui rapportait les résultats de 2002 à 2011, on voit que le taux d'infection en arthroplastie d'épaule est relativement stable dans le temps, 0,98%. On va retenir 1%. 1% d'infection après la mise en place d'une arthroplastie totale d'épaule ou d'une hémiarthroplastie d'ailleurs, avec sur cette large série des facteurs de risque qui ont été identifiés. Et paradoxalement, c'est peut-être une différence avec le membre inférieur, c'est l'âge jeune qui a été particulièrement ciblé comme un facteur de risque, mais aussi le sexe masculin, on y reviendra un peu plus loin. Alors, ça, ce sont les facteurs de risque, mais il y a bien sûr un certain nombre de comorbidités qui ont été retrouvées. On se doute un peu l'anémie qui est retrouvée au membre inférieur également, la toxicomanie par bien sûr inoculation indirecte, c'est-à-dire au travers de plaies souvent souillées, la dénutrition qui rejoint un peu l'anémie dans les facteurs de risque également du membre inférieur, et la carence en fer qui peut être d'ailleurs le pendant de l'anémie. Donc, vous voyez, il faut retenir sur ce large registre aux US que l'on a 1% d'infection après prothèse d'épaule. C'est un discours qu'il faut maintenir quand on voit un patient en consultation. Alors ici, le registre s'est focalisé sur l'année 2011. L'année 2011, vous voyez, pour vous dire que ce registre il est bien large, a déjà répertorié 66 000 arthroplasties aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette répartition dans les différents modes de remplacement prothétique, avec des prothèses totales d'épaule anatomiques qui restent à 44%, c'est-à-dire, on va dire, dominantes, mais vous voyez que les prothèses totales d'épaule inversées étaient en 2011 occupées 33% des poses d'arthroplastie d'épaule aux États-Unis. Donc, c'est un tiers des prothèses d'épaule. Et pour ainsi dire, même si je n'ai pas les chiffres récents, le nombre d'arthroplasties inversées augmente régulièrement avec le temps. Alors, si l'on parle de 1% d'infection, il faut aussi parler de finalement les conséquences de cette infection et notamment la morbimortalité. Mais vous voyez qu'en fait, la mortalité est relativement basse après une arthroplastie d'épaule, quelle qu'elle soit. La durée moyenne d'hospitalisation est de 2 jours et demi. C'est aussi intéressant de le connaître. Alors, d'autres études sont bien sûr sorties sur le même sujet. Et ici, il s'agit d'une étude rétrospective, 4000 arthroplasties, revue cette fois-ci avec un peu plus de 2 ans et demi de recul. Et cette étude a permis d'identifier un certain nombre, là encore, de facteurs de risque d'une infection profonde après une arthroplastie totale d'épaule. Et l'on voit en effet que l'homme, encore une fois, est 3 fois plus à risque que la femme en ce qui concerne l'infection profonde. Les prothèses totales d'épaule inversées, ça c'est une donnée récente par rapport aux précédentes études, sont 6 fois plus exposées que les prothèses totales d'épaule anatomiques. Et une situation d'une arthroplastie dans un registre post-fracturaire, c'est-à-dire des séquelles traumatiques, 3 fois plus exposée que dans un contexte dégénératif. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le taux d'infection sur cette étude rétrospective diminue environ de 5% à chaque année passée. En quelque sorte, les infections après arthroplastie d'épaule surviennent assez précocement et elles diminuent petit à petit avec le temps. Donc, une prothèse qui va bien et non infectée initialement a peu de risque de l'être par la suite. Alors, d'autres études ici monocentriques et prospectives ont identifié notamment ces facteurs de risque liés aux prothèses totales d'épaule inversées. Et ici, c'est 300 prothèses d'épaule inversées qui ont été suivies à plus d'1 an et à partir d'une analyse multivariée, vous voyez un taux d'infection retrouvé à 5%, donc qui est nettement supérieur à ces 1% annoncés initialement. Les facteurs de risque associés, c'était bien sûr la notion d'une reprise chirurgicale sur une arthroplastie,
et toujours cet âge, et notamment l'âge jeune, hein, inférieur à 65 ans, qui revient régulièrement dans la littérature. Alors, si on se focalise sur les études françaises, vous voyez que la Sofcote, en 2006, avec son symposium sur les prothèses d'épaule inversées sur suromarthrose, retrouvait 5% d'infection. Et en 2016, à notre grande surprise, l'infection sur prothèse totale d'épaule totale d'épaule inversée pour fracture récente de l'humérus proximal ne retrouvait que 1% d'infection. La différence entre ces études, c'est que l'une était rétrospective avec un long recul, 5% en 2006, alors qu'en 2016, eh bien, c'était des prothèses inversées sur des fractures, et vous savez que ces fractures concernent souvent des patients âgés, et le recul était bien sûr inférieur. Donc, peut-être que l'on a laissé passer des infections, mais quoi qu'il en soit, il n'y avait que 1% dans ce contexte-là. Donc, au total, le patient qui est à risque d'une infection sur prothèse d'épaule, eh bien, c'est plutôt d'ailleurs sur une prothèse d'épaule inversée, c'est un homme. C'est un homme qui a un certain nombre de comorbidités et l'on retrouve donc la notion d'anémie macrocytaire fériprive. Donc, vous voyez à peu près la cible que cela représente. Les patients plutôt jeunes, entre 60 et 65 ans, et encore plus vrai lorsque l'on a une révision sur un échec d'ostéosynthèse qui est révisé par une arthroplastie inversée. Donc, c'est ce profil de patient, sans faire de délire de faciès, bien sûr, de délit de faciès, pardon, qui a eu cette ostéosynthèse, qui a bien sûr mal évolué et à qui on a proposé une arthroplastie totale d'épaule inversée. Alors, d'un point de vue biologique, eh bien, les arthroplasties infectées d'épaule sont en numéro 1 infectées à staphylocoque doré, en numéro 2 en épidermidis et en numéro 3 en Propionibacterium acnes. Alors, c'est un peu vrai, mais un peu faux, cette règle, car quand on retrouve précisément les analyses bactériologiques, et c'est ce que Sperling a fait après une analyse en 22 ans de plus de 2500 prothèses d'épaule, c'est l'expérience de la Mayo Clinique, parmi lesquelles il y avait 10% de révision, eh bien, il retrouvait dans 70% des cas une flore polymicrobienne. Donc, c'est un adage qui doit être mesuré, car en fait, en réalité, on retrouve souvent plusieurs bactéries dans ces arthroplasties infectées. Alors, on va réaliser un petit focus sur le Propionibacterium acnes, car vous savez que les chirurgiens de l'épaule en ont horreur, mais c'est aussi ceux qui le connaissent le mieux. Ce P. acnes est un bacille gram-positif anaérobie. Il ne se situe pas sur la peau, mais comme je dis souvent, dans la peau. Et c'est ça le vice de ce P. acnes, c'est que, comme vous le voyez, il se développe autour du follicule pilosébacé. Et pourquoi les chirurgiens de l'épaule en ont horreur? Parce qu'en réalité, il est en abondance plus fréquemment retrouvé autour de l'épaule qu'au niveau du genou et de la hanche. On le trouve beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. Et puis, il a la particularité d'avoir une culture très lente, qui peut aller jusqu'à 21 jours, malgré l'enrichissement des milieux de culture. En revanche, lorsqu'il est précocement identifié sur un prélèvement, il a une très forte valeur prédictive comme étant le germe responsable de l'infection dans le cadre d'une découverte par ailleurs d'une flore polymicrobienne. Alors, cette étude est particulièrement intéressante au JSES parce que ce sont des prélèvements qui ont été réalisés chez des patients opérés, première intervention chirurgicale d'une arthroplastie d'épaule. Et les prélèvements ont été réalisés sur la peau, dans le tissu sous-cutané, mais également dans les tissus profonds et chez des patients témoins. La positivité des cultures chez des patients sains était de 36%. C'est effrayant. Et en particulier dans les tissus profonds, sous-cutanés et profonds. Si l'on regarde les valeurs prédictives, on voit que lorsque l'abord était un abord transdeltoïdien supérieur, le risque relatif était multiplié par 2 par rapport à la voie d'abord deltopectorale. Chez les hommes, de 2,5 par rapport aux femmes. Et dans cette étude, en tout cas, l'alopécie semblait être un facteur protecteur, c'est-à-dire qu'il diminuait le risque relatif de positivité au Propionibacterium acnes. Donc, cette étude est intéressante parce qu'elle montre que le P. acnes
retrouvée dans un tiers des cas dans les tissus profonds et plus fréquemment lorsqu'on se situe au-dessus ou en arrière de l'épaule. On peut penser que donc il y a une certaine abondance plus importante du P. acnes lorsqu'on est en arrière de l'épaule, au-dessus ou en arrière de l'épaule par rapport à la deltopectorale, alors que spontanément, la plupart d'entre vous auraient imaginé que c'est le creux axillaire proche de la voie d'abord deltopectorale qui est particulièrement le lit du développement du P. acnes. Eh bien, c'est faux. C'est beaucoup plus à la partie supérieure et en arrière. Alors, y a-t-il des mesures préventives pour diminuer la présence de ce P. acnes? Alors, les mesures préventives aujourd'hui qui sont validées en France, c'est bien sûr l'antibioprophylaxie au moment d'une arthroplastie d'épaule qui est de 2 grammes de céphasolique 30 minutes avant l'incision. Alors, c'est un petit aparté, mais il faut souvent, quand vous êtes en salle, vous faites la checklist et vous demandez bien sûr si l'antibiothérapie a été réalisée. Si elle n'a pas été réalisée, vous êtes souvent sur le point d'inciser. Eh bien, vous voyez, c'est déjà trop tard. Il faudrait la faire 30 minutes avant l'incision. Alors, certains proposent une 160 mg sur une injection intra-articulaire de gentamicine qui semblerait diminuer la charge en P. acnes au moment de la chirurgie articulaire. En ce qui concerne la préparation cutanée, eh bien, plusieurs études sont intéressées à l'efficacité des produits que l'on utilise. La chlorhexidine est un peu supérieure à ce que nous on utilise, c'est-à-dire la bétadine iodée alcoolique, qui est supérieure à la bétadine dermique, excusez la faute de frappe. Donc, la chlorhexidine alcoolique serait supérieure à toutes les autres. Mais cela reste vrai pour le Staphylococcus epidermidis, mais non significatif sur le P. acnes. Donc, ce n'est toujours pas réglé vis-à-vis du P. acnes. Enfin, les mesures d'épilation ou de dépilation axillaire, pas de conséquences sur la quantité de P. acnes. Quant au rasage, vous savez qu'il est plutôt contre-indiqué puisqu'il crée des excoriations, c'est-à-dire des points de faiblesse cutanés. Donc, au total, les infections les plus fréquentes sont des infections à staphylocoque epidermidis et aureus, mais à staphylocoque en tout cas en général. Mais la plus typique, c'est le P. acnes et il faut toujours le suspecter, ce d'autant que la culture est lente et donc la réponse des bactériologistes n'arrive pas si vite. Le diagnostic, eh bien, toute arthroplastie d'épaule dont l'évolution est défavorable, raideur, douleur, est infectée jusqu'à la preuve du contraire. Donc, un patient dont l'évolution n'est pas favorable cliniquement est un patient qui est infecté jusqu'à la preuve du contraire. Il faut toujours suspecter cette infection et c'est la première idée que vous devez avoir lorsque vous examinez ou suivez votre patient. Alors, l'hyperthermie est un élément clinique qui n'est pas toujours retrouvé, en particulier en chirurgie de l'épaule. Donc, certes, lorsqu'elle est présente, elle est probablement très spécifique d'un processus infectieux, mais là encore, il faut relativiser. Les signes inflammatoires locaux, bien sûr, mais la fistule encore plus, bien sûr, lorsqu'elle est présente, comme sur cette image, est spécifique d'une infection a priori profonde. Les prélèvements biologiques et l'hyperleucocytose peut être retrouvée. La CRP est un bon élément, mais vous savez qu'il faut la relativiser en post-opératoire immédiat. Sachez que, pour l'anecdote, normalement, une CRP se normalise dans les 15 jours qui suivent la chirurgie. Donc, évidemment, une CRP à une semaine n'a pas véritablement de spécificité, même si localement, vous avez des signes inflammatoires inquiétants. Je crois qu'il faut se donner plus de temps pour avoir une spécificité sur la CRP. L'interleukine 6 a été proposée, elle n'est pas d'utilisation courante. En ce qui concerne le bilan d'imagerie, bien sûr, on peut avoir recours à la scintigraphie au leucocyte marqué, comme je pense en chirurgie suspecte d'infection du membre inférieur prothétique. Elle est de plus en plus abandonnée. C'est un élément toujours pareil qui peut s'additionner aux autres arguments, mais il faut bien sûr relativiser. Alors, le décèlement radiologique est souvent très tardif. La ponction in situ, elle est intéressante, mais encore faut-il avoir un épanchement, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on a une infection larvée en particulier, où le radiologue vous dit qu'il n'y a pas d'épanchement intra-articulaire. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'infection, et donc la ponction a bien sûr ses limites. La biopsie, elle peut être intéressante
il faut au moins 3 prélèvements positifs au même micro-organisme pour confirmer l'infection. Donc, le diagnostic à la consultation, eh bien, il revêt en fait différents aspects. Soit vous êtes dans le cadre d'une infection précoce, en général dans les 3 premiers mois, en tout cas on peut retenir cette définition. Et souvent cliniquement, il y a des éléments qui sont très en faveur, de même que des éléments biologiques. C'est souvent un staphylocoque, votre implant est parfaitement scellé, souvent lorsqu'il a été d'ailleurs scellé au ciment. Et donc, il n'y a pas d'anomalie radiographique. Soit une infection subaiguë au-delà de cette période-là où l'on peut retrouver des tableaux cliniques atypiques et c'est classiquement un patient que vous revoyez à 6 mois, 1 an, qui n'a pas une évolution clinique favorable, pas d'anomalie majeure à la radiographie, je dirais d'anomalie morphologique de pose de votre implant. Souvent, la biologie est latente, c'est-à-dire une CRP qui ne s'est pas parfaitement normalisée, des radiographies standards qui peuvent montrer des signes précoces de décèlement. Enfin, il y a des cas d'infection chronique, on va dire au-delà de 12 mois, et c'est dans ce cadre-là que le Propionibacterium acnes est souvent présent. La clinique comme la biologie peuvent apporter des arguments et la radiographie standard montrer des anomalies très spécifiques. Alors, si on se réfère à la définition d'une infection d'après la Société américaine de bactériologie et d'infection musculo-squelettique, oui, vous voyez qu'il y a des critères majeurs en faveur d'une infection articulaire. C'est bien sûr la fistule, c'est l'identification d'au moins 2 prélèvements séparés d'un micro-organisme, et puis les critères mineurs que l'on retrouve, l'élévation de la CRP, la VS, qui est très peu utilisée maintenant, mais plutôt la CRP, l'augmentation des globules blancs, et en particulier le pourcentage de polynucléaires neutrophiles, la présence d'éléments purulents dans l'articulation, et puis d'autres éléments que vous voyez ici. Vous voyez qu'il faut un des 2 critères majeurs ou 4 des 6 critères mineurs qui permettent de définir une infection prothétique articulaire. Donc au total, le diagnostic est parfois difficile, notamment lorsqu'on a une infection larvée. C'est un faisceau d'arguments cliniques et biologiques post-opératoires qui vont vous aider à déterminer le diagnostic de l'infection, et elle est confirmée par des éléments péropératoires, prélèvements systématiques. Lorsque vous réalisez une reprise chirurgicale, d'accord, ayez cet élément en tête qu'il peut y avoir toujours une infection larvée. Alors la prise en charge, justement, elle revêt plusieurs aspects. Comme vous le voyez, comme vous l'avez déjà probablement appris dans le membre inférieur, avec ces 5 options. Le débridement lavage. Alors, le débridement lavage ou encore lavage et changement des pièces mobiles a un intérêt lorsqu'il est réalisé assez précocement. On dit idéalement dans les 2 mois, avec une antibiothérapie bien sûr minimale qui sera de 4 semaines et un succès qui est rapporté entre 50 et 90% des cas dans ces conditions-là. En fait, si l'on regarde les quelques articles qui rapportent l'expérience d'équipes chirurgicales sur le lavage articulaire précoce avec changement des pièces mobiles, on retrouve celui de Coste et de l'équipe niçoise qui montre 8 cas et qui rapporte bien que le succès est d'autant plus évident que le lavage et changement de pièces mobiles a été réalisé dans les 8 jours. Donc là encore, se méfier, plus précoce est réalisée cette intervention, meilleur est son résultat, on pouvait s'en douter. Le changement en un temps, eh bien, il est à proposer dans les situations où l'on a un germe connu en préopératoire, c'est-à-dire identifié sur un prélèvement. La technique opératoire revêt plusieurs éléments précis qu'il faut toujours avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a l'infection de la prothèse et des implants, mais il y a aussi l'infection des parties molles. Et donc, il faut réaliser une excision carcinologique, c'est-à-dire avoir cette idée de exciser tous les tissus infectés, ce qui, pour une chirurgie de l'épaule, vous le savez, peut inclure la coiffe des rotateurs, ce qui va déjà hypothéquer la possibilité de mettre en place une arthroplastie anatomique par la suite. Cette réimplantation prothétique qui suit sera bien sûr suivie d'une antibiothérapie, minimum 2 semaines à large spectre, et puis reconcentrée sur les bactéries identifiées pendant 2 à 3 mois. C'est ce qui semble, ce changement en un temps, rapporter les meilleurs résultats cliniques. Alors, vous voyez quelques séries que j'ai sélectionnées.
celle de Coste, hein, qui incluait des changements en un temps des lavages précoces. Vous voyez, 3 cas, 100% de succès. D'autres séries plus intéressantes, comme celle de Clayt, vous voyez, 35 cas, recul 70 mois, 94% de succès. Mais un score de constant que vous pouvez identifier ici, qui est à 48 sur 100, c'est-à-dire que le changement en un temps semble apporter un succès lorsqu'il est réalisé dans des bonnes conditions sur le plan bactériologique, avec une éradication dans 97% des cas, mais un résultat fonctionnel qui semble être inférieur à une chirurgie, bien sûr, de première intention. Alors voilà, c'est un cas de personnel, un homme de 72 ans que j'ai vu à 6 mois, qui n'avait pas une évolution tout à fait classique. Il avait bien, ce d'autant qu'il avait un élément de comparaison, c'est que j'avais réalisé une arthroplastie inversée du côté controlatéral. Il a rapidement dit cette épaule n'évolue pas comme du côté opposé. Et donc, devant ces douleurs, alors qu'il n'y avait aucun élément bactériologique spécifique, je l'ai un petit peu suivi et puis j'ai vu apparaître, on va dire, non pas un décèlement, mais un non-scellement, puisque c'était une tige non cimentée, un non-scellement de la tige ici, et que l'on peut parfaitement identifier. Vous voyez ici une petite érosion des corticales. Donc la suspicion clinique était forte. J'ai réalisé un changement en un temps avec changement de la tige humérale qui était de toute manière non scellée, de la glénosphère. Je n'ai pas changé ici l'embase et j'ai retrouvé un P-acnes, ce qui a permis une antibiothérapie et une couverture efficace post-opératoire. Alors d'autres expériences ici moins anecdotiques et sur des séries de plus de 10 cas avec, vous voyez, des chirurgies qui ont été réalisées en un temps, alors que certaines d'entre elles, alors que certains patients, certains cas présentaient une fistule, ce qui est un petit peu, on va dire, qui n'est pas vraiment classique vis-à-vis des recommandations. En général, ce changement en un temps se propose à des arthroplasties sans trajet fistulé. Eh bien, ils ont poussé, les auteurs ont poussé le concept jusqu'à réaliser alors qu'il y avait un trajet fistuleux. Ils rapportent ici 90% d'éradication à 2 ans de recul après arrêt des antibiotiques, ce qui est assez intéressant. Donc, vous voyez, le concept du changement en un temps a été poussé. Il y a également l'option d'utiliser soit de manière temporaire, soit de manière définitive, un changement par un spacer chargé aux antibiotiques. Alors, il faut relativiser l'effet des antibiotiques, et c'est, je crois, également vrai dans le membre inférieur, puisque vous voyez que c'est des antibiotiques qui sont pris dans le ciment, qui vont avoir un effet de relargage maximal dans les 24 heures, puis très rapidement, la gentamicine décroît après la mise en place du spacer. Donc, bien sûr, c'est un argument fort que l'on propose et que l'on apporte à nos patients pour dire bien, on va réaliser une antibiothérapie à la fois locale et générale, mais en réalité, vous voyez, au bout de 7 jours, il n'y a plus d'effet de la gentamicine. Alors pourquoi il s'agit de spacers qui sont en première étape d'un changement en 2 étapes? Eh bien parce qu'en effet, certaines expériences très intéressantes, notamment de Lévy, montrent que, eh bien, après avoir mis en place des spacers dits fonctionnels, c'est-à-dire qu'il a confectionné un spacer autour d'une arthroplastie, d'une hémiarthroplastie. Eh bien, il y a dans 9 cas sur 14, il n'y a pas eu de deuxième temps. Les patients se sont contentés du résultat clinique. Il y avait une amélioration des paramètres biologiques et donc une éradication a priori de l'infection. Et il n'y a pas eu de deuxième temps. Donc, il faut avoir en tête que ces spacers chargés aux antibiotiques, bien confectionnés, peuvent être des changements, peuvent être des implants définitifs qui, bien sûr, ont un résultat fonctionnel tout à fait relatif, mais qui peuvent, dans certaines situations, en fonction de la demande du patient, être suffisants et ne pas amener à réaliser ce deuxième temps. Le deuxième temps, en revanche, c'est une prise en charge, on va dire, assez classique que l'on connaît bien au membre inférieur. Ici, vous avez le cas d'un patient que j'avais opéré qui était à 6 ans d'une arthroplastie totale d'épaule inversée pour rhumarthrose excentrée. Il y a eu une fistule itérative et une prise en charge d'un autre centre avec, dans un premier temps, une antibiothérapie probabiliste pendant 6 mois, ce qui n'était
qui n'est pas relativement classique en fait. Hein. Dès l'instant où vous avez une fistule avec un implant dessous, a priori, il aurait mieux valu faire une chirurgie, on va dire, de changement. Et puis, il y a eu une reprise chirurgicale précoce, mais là encore, il y a eu seulement un changement des pièces mobiles, la tige étant scellée. Et donc, malheureusement, malgré l'antibiothérapie, un échec. Donc, c'est en fait une erreur d'indication depuis le début que ce patient que ce patient a subi en quelque sorte. Et donc, nous avions chez nous réalisé une dépose complète de l'arthroplastie, y compris de la tige qui était en effet parfaitement scellée, la mise en place d'un spacer, comme vous l'avez vu ici, et puis une réimplantation prothétique qui pose bien sûr un certain nombre de problèmes, car lorsque vous avez à déposer un implant, et quelle que soit d'ailleurs l'articulation prothésée, eh bien, il y a, et ce d'autant que les implants sont scellés, vous avez des dégâts et des défects osseux qui sont occasionnés par cette dépose, et c'est le cas ici où nous avions été amenés à réaliser à la fois une greffe sur le versant glénoïdien et une greffe sur le versant huméral du fait des dégâts liés à la dépose initiale, en prenant ici une tête de banque, une allogreffe fémorale de tête de banque. Alors, ici, quelques exemples, donc cette fois-ci de succès d'infections chroniques avec des spacers, vous voyez, qui sont des spacers plus classiques que l'on retrouve dans le marché, mais une certaine efficacité, 19 sur 25 infections qui sont contrôlées, et surtout une étude qui a comparé avec des résultats fonctionnels des patients qui ont été réimplantés. Et dans cette série, en tout cas, il n'y avait pas de différence fonctionnelle entre un patient qui est arrivé au bout du deuxième temps et celui qui n'a eu qu'un premier temps. Le seul problème, c'est cette instabilité que l'on peut retrouver dans les spacers, des fractures de spacers et évidemment des érosions glénoïdiennes, puisque vous imaginez ici que l'on a un couple de frottement dur-mou, en quelque sorte, qui va éroder la glène très progressivement. Donc, le changement en 2 temps est une règle, on va dire, un peu plus générale. Il est bien sûr à proposer lorsque le germe n'a pas été identifié ou lorsqu'on a eu un échec de changement en 1 temps. C'est ce que nous avions dans notre exemple. Dans le premier temps, il faut réaliser une résection carcinologique des tissus infectés, plus la mise en place d'un spacer et une antibiothérapie qui va aller de 2 à 3 mois. Il faut bien sûr surveiller cliniquement cette évolution parce que ce n'est pas parce que vous avez mis un spacer fait ce lavage qu'il ne faut pas de temps en temps avoir à revenir et faire un lavage itératif, voire changement du spacer dans les infections difficiles à juguler. La CRP, bien sûr, sera suivie et l'interleukine 6, c'est un des éléments qui peut être utilisé. Ce n'est pas véritablement en routine courante en France, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le deuxième temps consistant bien sûr à la réimplantation prothétique. Alors, quels sont les résultats de la littérature de ces chirurgies en 2 temps? Eh bien, on retrouve quelques séries qui avaient 1 temps, 2 temps, lavage, avec une dizaine de patients. Vous voyez ici la série française, 60% d'éradication d'infection, donc c'est loin d'être la majorité, mais un score de constant à 35 points sur 100, ce qui est donc un résultat extrêmement modeste. Et puis d'autres séries, vous voyez, qui se rapportent jusqu'à 100% de succès. Donc, le taux d'éradication, quand on compare le 1 temps et le 2 temps, est de 80%, mais ce ne sont pas les mêmes patients, en fait, initialement dans ces études. Les chirurgies en 1 temps étant réalisées chez des patients avec un germe identifié et donc des conditions favorables au 1 temps, ce que n'étaient pas, bien sûr, ces patients-là ici, qui sont des patients souvent avec des infections chroniques, larvées et des tissus infectés probablement beaucoup plus vastes. La résection arthroplastique est toujours une option. Il faut l'avoir en tête. C'est une chirurgie de sauvetage où les patients souvent ont une faible demande fonctionnelle. La seule demande qu'ils ont, c'est d'éradiquer l'infection. Et en tout cas, c'est le seul espoir qu'il faut leur donner. Cela survient souvent dans des échecs multiples de tentatives d'éradication. Cela survient également lorsque la possibilité de reconstruction et donc de réimplantation prothétique sont limitées, avec des patients qui sont souvent polymorbides. Donc, le résultat clinique a une attente relativement faible. Ils ont une efficacité de 50-60%, 65% voyez, sur la douleur. Donc, une résection arthroplastique peut continuer à faire mal. Vous voyez que l'élévation antérieure en moyenne est de 70 degrés, c'est-à-dire une mobilité qui se fait essentiellement dans la scapulothoracique.
Donc, elle semble être influencée par la préservation des tubérosités, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, lorsque les tubérosités sont présentes, il semble que l'on ait un résultat fonctionnel un petit peu meilleur. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que l'on a une éradication à 90% en général de l'infection. L'antibiothérapie suppressive, elle n'est pas négligée non plus. Cela peut se voir, vous voyez, cette patiente qui était un petit peu âgée, qui avait cette rougeur inflammatoire après un échec d'une chirurgie en 2 temps, un implant qui semblait être bien scellé, faible douleur, mais probablement une infection persistante. Et donc, le germe était identifié et une bonne tolérance de l'antibiothérapie. Donc, on a proposé une antibiothérapie suppressive, ce d'autant qu'encore une fois, le patient était peu douloureux, avec une évolution de l'implant lui-même qui était assez favorable. Donc, l'antibiothérapie suppressive est encore une option à considérer. Voilà, nous avons vu à peu près l'ensemble des possibilités que l'on peut avoir. Quelle est la règle à retenir? Il n'y a pas vraiment de règle. On sait que le 1 temps, comme au membre inférieur, répond en général à un germe identifié, une antibiothérapie efficace. Et je dirais aussi, ce qui n'est rarement rapporté dans la littérature, la possibilité de réimplantation lors de la première chirurgie qui soit possible. La dépose d'une prothèse n'est pas une chose aisée. De temps en temps, cela peut prendre un peu de temps. Une chirurgie qui s'allonge en temps opératoire est une chirurgie qui fatigue le chirurgien, avec parfois des difficultés réelles, si vous voulez, de voir clair lors de la réimplantation prothétique. Et je crois que le 2e pan peut être aussi une option que l'on peut considérer lorsqu'il y a une limite technique à la réimplantation Oui. lors du 1er temps opératoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien, mais merci pour cette belle présentation très claire sur un sujet difficile que tu as survolé très bien. Bon, moi, je vais te poser quelques questions pour lancer le débat, mais vous tous, vous allez pouvoir poser des questions et je vous en explique le principe. Vous ouvrez votre micro et dans l'ordre de ceux qui ouvriront le micro, je vous vois et je vous donnerai la parole. Donc, ma première chose qui m'étonne, c'est le nombre de prothèses posées par an. C'est bien 66 000, c'est ça le chiffre? Alors, c'est le chiffre aux US, oui, c'est Ah, ça. aux US, d'accord, c'est pas en France. Non, non, non. Ça, c'est le Je trouvais que c'est un chiffre très élevé. c'est un chiffre dans le registre national américain. Donc, non, en France, la France est une nation qui pose beaucoup de prothèses d'épaule. Probablement, on a été influencé par le fait que la prothèse d'épaule inversée en particulier vient de chez nous. Et donc, on a été les premiers à déterminer les indications de prothèses inversées, ce qui a augmenté, bien sûr, forcément, le nombre de prothèses posées. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts sur la France, mais on va dire par rapport au reste de l'Europe, on a un taux de pose qui est assez important. Bon, c'est bien. Et on retient plutôt le chiffre de 1% que 5%. Oui, je pense tout à fait. Je pense qu'il faut, annoncer 1%. Je crois que ce qu'il faut dire aux patients, et c'est marrant parce on a eu un webinaire il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a, lors de la pose d'une prothèse, la règle des 1, c'est-à-dire 1% d'infection après prothèse d'épaule, 1% d'instabilité et 1%, on va dire, de décèlement, en particulier sur l'humérus à long terme. Donc, c'est 1% qu'il faut avoir en tête. Bon, et ça nous donne, c'est un peu plus que les prothèses de hanche, c'est 0,6%, mais c'est beaucoup moins qu'une prothèse totale de genou, 3,6%. Donc, ça reste tout à fait acceptable dans le registre des arthroplasties. Donc, moi, la suite, c'était, donc, tu nous dis que le Propionibacterium, c'est un germe qui est sous la peau. Et à l'époque, Madame Ange-Albert nous avait conseillé, après avoir incisé, de mettre de la bétadine ou de l'exomédine après l'incision pour justement traiter les germes sous la peau, parce qu'il paraît d'ailleurs qu'il n'y a pas que le Propionibacterium, il y a pas mal de germes qui sont à l'abri de notre préparation locale. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur le fait que j'ai parlé de Propionibacterium acnes, mais aujourd'hui, il s'appelle Cutibacterium acnes, mais tout le monde l'aura relevé. J'avais fait cette présentation il y a déjà quelques années, donc j'avais mal corrigé le PowerPoint. Donc, Cutibacterium acnes. Alors, l'apport de la bétadine après l'incision cutanée, effectivement, c'est quelque chose que j'avais vu d'ailleurs quand j'étais un de vos internes à Rangueil. C'était une habitude, a l'effet néfaste potentiel d'entraîner, si vous voulez,
une mort cellulaire au-delà des bactéries parce que ça a un effet manifestement érosif dans les tissus sous-cutanés. Donc, d'un côté, on pourrait théoriquement, ça c'est mon avis, et puis ce qui est régulièrement rapporté sur le lavage bétadiné des tissus profonds, c'est que ça a un effet cytotoxique. Et donc, certes, on va probablement décontaminer le tissu sous-cutané, mais peut-être que ça sera en contrepartie néfaste avec des cytotoxicités sur la capacité du tissu sous-cutané à se défendre par ailleurs sur l'infection. Tu as sans doute raison, mais c'est théorique parce que nous, on le fait depuis longtemps et on n'a pas observé des nécroses cutanées ou des petits troubles cicatriciels. Mais bon, c'est un argument pour ne pas le faire. Et est-ce que tu penses que lorsqu'on a une suspicion d'infection sur une prothèse d'épaule, on peut faire la ponction à la consultation? Parce que moi, pour la hanche, je le fais à la consultation. C'est assez facile parce qu'on a le contact métallique qui nous prouve qu'on est au bon endroit. Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est pas une habitude qu'on a. En général, on le confie aux radiologues, aux rhumatologues pour être un petit peu plus précis. Alors, les radiologues en particulier, parce que maintenant, avec l'échographie, s'ils ont identifié une collection, ben, ils seront beaucoup plus précis. Pourquoi pas? La seule chose qu'il faut avoir en tête, et ça, rentre facilement dans les mœurs maintenant parce qu'on en parle beaucoup, c'est qu'une fois que ce prélèvement a été réalisé sur milieu aéro-anaérobie, il doit être envoyé avec la spécificité d'un prélèvement en précisant que c'est un prélèvement d'épaule et que donc il faut conserver l'analyse des prélèvements au moins 21 jours. C'est à la recherche du Cutibacterium acnes. Un certain nombre de laboratoires, on va dire de villes, qui font l'analyse bactériologique n'ont pas forcément ce réflexe. Donc, il faut leur dire attention, on recherche un Cutibacterium acnes, il y a des milieux à enrichir de manière spécifique et en plus à garder les prélèvements longuement. Il faut un milieu de culture spécifique ou le milieu habituel suffit pour le… J'ai connaissances qui sont celles d'un chirurgien. Ils ont des milieux enrichis enfin, un peu plus spécifiques, je crois, pour le Cutibacterium acnes, je On pense. fait la ponction, on doit le mettre dans un flacon spécial ou ça fait partie du prélèvement global et il se débrouille avec ça? Non, en général, on fait aéro-anaérobie Ça classique. suffit. On fait. Bon, après là, je voudrais un petit peu insister aussi à l'intervention sur l'importance d'abord pour toute reprise, même si elle n'est pas soupçonnée sceptique de faire des prélèvements, ça tu l'as dit, mais aussi de faire de l'anapathe, parce que l'anapathe est assez fiable et même plus que fiable et permet parfois, lorsqu'on a un doute entre une souillure et une infection, de lever le doute. Et vraiment, il ne faut pas oublier de faire l'anapathe. Ça me paraît très important. Oui, tout à fait. Anabactes et bactériaux en liquide et en tissu, parce Oui. que en effet, les bactériologistes sont assez friands des prélèvements de matière plutôt que de liquide. Donc, il faut vraiment faire tous ces prélèvements. Je termine sur une dernière remarque, mais vous avez tous le temps d'avoir préparé vos questions. Je vois personne qui, pour l'instant, s'est inscrit. Pour le membre inférieur, beaucoup d'écoles, notamment à Strasbourg, on s'oriente vers le tout en un temps et extrêmement peu de deux temps, après avoir fait l'inverse pendant longtemps. Et dans ce tout en un temps, on a plutôt tendance à mettre des tiges non cimentées parce que s'il y a une infection précoce qui repart, c'est plus facile d'enlever une tige non cimentée qu'une tige bien cimentée. Et puis si ça passe, ça passe. Est-ce qu'il y a, alors d'abord, est-ce que c'est la tendance actuelle à l'épaule? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des tiges non cimentées fiables à l'épaule? Oui, des tiges non cimentées fiables à l'épaule. Alors, la réponse est oui dans les deux cas. Oui, parce que c'est la tendance générale à l'épaule. Mais là où je mets toujours un petit bémol, c'est ce que je disais pour conclure sur les indications, c'est que changer un temps, c'est probablement une option à plus considérer dans l'avenir. Mais de temps en temps, si vous voulez, la dépose est complexe. La réimplantation peut être complexe s'il y a un apport osseux à réaliser. Bref, les chirurgies longues sont souvent des chirurgies à complications parce que au bout d'un moment, le chirurgien lui-même ne voit plus très clair dans sa réimplantation prothétique. Donc, c'est pour ça que je me dis que de temps en temps, la sécurité, c'est peut-être de faire un deux temps, en sachant qu'on aura une évaluation plus précise des pertes osseuses qui sont parfois très critiques en épaule, notamment au niveau de la glaine, hein, ce qui peut se présenter sur un bassin également, j'imagine, mais sur la glaine, on a rapidement un défect osseux qui est majeur. Donc, il est parfois difficile en opératoire d'apprécier ce défect osseux et plutôt, et au-delà de ça, la technique à utiliser pour le compenser.
ce qui d'ailleurs peut amener à faire une chirurgie en 2 temps, mais en 3 temps, c'est-à-dire commencer par greffer la glène, fixer une greffe sur la glène, laisser prendre cette greffe et revenir à distance pour réimplanter et mettre en charge la prothèse. Donc, on voit bien la difficulté que cela peut poser de faire une chirurgie en 1 temps. Et de temps en temps, mieux vaut la faire en 2 temps dans de bonnes conditions et la tête bien reposée qu'à la hâte, comme ça, en fin de programme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en effet, les tiges non cimentées sont actuellement disponibles sur le marché. Elles ont pour la plupart un ancrage métaphysaire, ce qui pose un énorme problème parce que quand l'infection se développe rapidement, on a un défect métaphysaire et un os spongieux métaphysaire qui n'acceptent pas leur stabilité. Donc, en fait, on a évolué vers des tiges non cimentées verrouillées en diaphyse. Donc, c'est actuellement effectivement ce qui est proposé. La fiabilité de ces tiges, on ne la connaît pas vraiment parce que historiquement, la tige prothétique humérale a été longtemps cimentée. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus des éléments qui sont de plus en plus récents. Donc, c'est très difficile à déterminer. Et il faut aussi imaginer que, j'imagine du moins, que le 2 temps au membre supérieur est mieux vécu que le 2 temps au membre inférieur. Parce qu'au membre inférieur, la remise en charge est difficile. Quand les gens âgés, ça les rend grabataires ou dans un fauteuil, tandis qu'à l'épaule, ils restent mobiles. Il y a moins de risque de décubitus. On peut se permettre le 2 temps, qui est beaucoup plus difficile. Exactement, je vous rejoins tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est également mieux vécu. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a certaines écoles de chirurgie de l'épaule non strasbourgeoises, mais qui ont une très forte expérience de la chirurgie de l'épaule également en France, qui font systématiquement du 2 temps, en considérant en effet que d'une part, c'est mieux vécu, d'autre part, on analyse mieux dans la reprise chirurgicale, l'implantation prothétique et les difficultés techniques que l'on va rencontrer. On commande du matériel adéquat que l'on n'a pas forcément disponible lors de la chirurgie d'implantation du premier temps, du 1 temps, je veux dire. Donc, non, tout ça est à prendre en compte, absolument. Allez, maintenant, lancez-vous. Vous êtes nombreux. Pendant ces conférences, prenez un bout de papier, un stylo et écrivez vos questions. Personne n'a de questions? Pour parler, il suffit de brancher son micro. Et on vous donne la parole. Ah, PPR, là, je vois qu'il y a une question possible. Allez-y, posez votre question. Non, vous avez branché le micro par erreur? Bon, mais c'était clair alors peut-être. Oui. Non, ils ont vite recoupé le micro. Une autre question, allez-y. Sinon, on va devoir… Oui, allez, PPR. Il y a quelqu'un qui remet le micro, il arrête toutes les 3 secondes. Non, ça n'a pas l'air de bien marcher. C'est pas que ça ne marche pas, mais ils sont tous bien muets. Bon. Aucune question vraiment sur le sujet qui est quand même très large et peu… Bon, c'est vrai qu'on a quand même un peu discuté, on a fait un débat. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Je vous rappelle qu'il est possible de revoir cette vidéoconférence en téléchargement ou en streaming. Tout ça avec la ligne que je vous ai envoyée par mail. Vous avez aussi toutes les conférences de cette année, enfin il n'y en a que 2, mais toutes celles de l'année dernière. Et au fur et à mesure, je déposerai les futures conférences. Attends, je vois un petit conversé là qui apparaît. Il y a peut-être des questions. Le micro ne fonctionne pas. Dans ton expérience, que recommandes-tu comme spacer? Question de Thomas. Ah, très bien, ok. Alors, les spacers préfabriqués, prémoulés, je n'en ai aucune expérience. C'est pas toujours facile, mais comme la hanche d'ailleurs, de faire un bon spacer. Ce que j'utilise de temps en temps lorsqu'il y a vraiment une diaphyse très large, c'est un clou, tout simplement un clou d'humérus court, utilisé pour les ostosynthèses, qui me marme le spacer au milieu, et puis je confectionne une boule, on va dire une boule proximale, et je positionne tout ça. Alors, c'est pas si facile parce que de temps en temps, on n'arrive pas à fixer dans la diaphyse, c'est-à-dire que la diaphyse, le spacer rentre pas. Enfin, j'ai une mauvaise expérience d'un ou deux patients où je crois que j'ai mis plus de temps à confectionner le spacer qu'à enlever la prothèse. Sinon, il y a effectivement cette option, comme on l'a vu dans la littérature, de prendre une tige la plus fine possible d'une hémiarthroplastie. C'est un peu onéreux, c'est sûr, mais quand on a l'idée que c'est peut-être un 2 temps avec un spacer définitif,
eh bien, en rajoutant effectivement cette interface qui va être métal, hein, pas en ciment, mais une hémiarthroplastie que l'on ne scelle pas, mais que l'on positionne dans la diaphyse. C'est une option qui n'est pas à négliger, qui peut être effectivement efficace également, en sachant que bien sûr, on ne scelle pas l'implant diaphysaire, donc avec la possibilité d'avoir des micromobilités et sur le versant glénoïdien, une érosion. Mais je trouve ça me paraît intéressant. Sinon, sur le marché, j'imagine qu'il y a des implants prémoulés à différentes dimensions. Peut-être qu'il faudra un jour, si on a beaucoup d'infections sur prothèse d'épaule, il faudra peut-être qu'un jour on se munisse de ce type de spacer. D'autres questions? C'était vraiment la dernière? Bon, bien encore merci. On vous souhaite à tous une bonne soirée et je termine ici. Pas de remords? Il y Alors, avait une petite question là, regardez. Hop, ah oui, écrite alors. Oui, toujours le PPA. Il va falloir qu'on mette une webcam dans la salle là, parce que. alors, un avis sur l'utilisation du snooker ball dans les infections. je pense que c'est une belle option également, Mathieu. Explique-nous ce que c'est. Alors, la snooker ball, c'est de l'implant prothétique en pyrocarbone qui a été développé essentiellement pour les arthroplasties, qui, comme son nom l'indique, en fait, ça s'appelle, le nom commercial, c'est Inspire, mais c'est en fait une boule de billard. Vous imaginez une boule de billard, comme ça, une boule ronde, que l'on positionne à la place de la tête humérale, après avoir creusé l'épiphyse, et qui a été utilisée, je l'ai utilisé 2 fois dans mon expérience, au départ, qui a été mis au point dans les arthroplasties dégénératives, dont on ne connaissait pas vraiment les indications, mais le pyrocarbone fascine toujours les orthopédistes du fait de son module d'élasticité qui est proche de l'os et donc peut-être un implant de 3e génération ou 4e génération, enfin innovant. Bon, ce spacer, il a eu des limites. Certaines équipes qui l'ont beaucoup utilisé ont montré qu'il y avait quand même quelques complications potentielles. Et puis, on a recentré les indications peut-être, en effet, dans le cadre d'infections chroniques de prothèses. Et c'est une option lorsque l'épiphyse est encore conservée, où elle est, on va dire, congruente, de mettre cette snooker ball après un débridement, un lavage, une excision assez carcinologique des tissus infectés et une antibiothérapie, de positionner cet implant comme un spacer, sans effet bien sûr potentiel, mais qui sont encore une fois très théoriques, du relargage de l'antibiothérapie par le ciment, qui peut être un spacer qui est en quelque sorte un implant définitif. Et en ce sens, l'équipe lyonnaise, où je pense Mathieu a vu ça, a une belle expérience avec des patients qui ont finalement retrouvé une fonction correcte et acceptable, qui n'ont pas souhaité avoir une réimplantation prothétique ultérieure. Donc, je crois qu'effectivement, c'est à considérer. Je pense chez les patients jeunes, chez les patients sur lesquels il n'y a pas eu trop de dégâts au niveau de l'épiphyse, et dernier élément, bien sûr, sur lesquels il n'y a pas eu de destruction de la coiffe des rotateurs, parce que cette boule doit être stable, en tout cas, dans l'épiphyse, mais aussi grâce à la coiffe des rotateurs. Et le risque, c'est d'avoir une luxation de l'implant. Donc, je crois qu'il faut avoir un minimum de tissu, en particulier au niveau du sous-scapulaire, qui puisse le maintenir. On a ce matin déposé une prothèse pour ceux qui étaient en salle avec moi et on a rapidement vu que le sous-scapulaire était en fonte purulente et que l'épiphyse était sacrément abîmée et qu'en réalité, une snooker ball n'aurait probablement pas fait l'affaire. Mais effectivement, c'est à considérer. Je pense que ça peut être une option. On pourrait l'année prochaine demander aux Lyonnais de nous montrer leur série. Oui, alors je crois qu'ils n'ont pas une série très large, mais comme ils travaillent souvent en multicentrique, il doit bien y avoir quelqu'un qui a travaillé sur le sujet. Souvent, c'est des associations avec Nice-Lyon. Et donc, oui, absolument, ce serait très intéressant. Intéressant, ça. C'est un bon sujet. Pas d'autres questions? C'est vraiment fini? Allez, bonne soirée. Merci encore. C'était vraiment bien. Merci, bonne soirée.